Adolf Hitler est le diable incarné. C'est un dictateur diabolique, coupable du plus grand génocide de l'histoire. Il a causé la mort de 6 millions de Juifs, ainsi que de centaines de milliers de Slaves, de Tziganes, d'homosexuels et de personnes souffrant d'un handicap mental ou physique. Les cris, l'horreur des hommes, des femmes et des enfants empilés les uns sur les autres. C'était des scènes épouvantables, bien pire que l'enfer de Dante. Nous allons vous raconter l'histoire d'un homme si diabolique qu'il a réussi à convaincre une nation d'individus sophistiqués et civilisés d'être complices de ses crimes abjects. La destruction d'un peuple à échelle industrielle, de façon organisée et planifiée, c'est du jamais vu. Vous allez découvrir comment un homme lambda a pu devenir le dictateur le plus diabolique que le monde ait connu. Dès que les Soviétiques percent le front allemand au début de l'année 1945, il n'y a plus de doute concernant l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le Führer nazi Adolf Hitler sait que la défaite est inévitable. Malgré cela, le 30 janvier, le jour du 12e anniversaire de son arrivée au pouvoir, il prononce un dernier discours public. J'attends que tous les Allemands remplissent leurs devoirs jusqu'au dernier et qu'ils fassent tous les sacrifices qu'on leur demandera de faire. Pendant 10 minutes, Hitler prévient son peuple qu'après la guerre, les nations européennes ne pourront pas résister au bolchevisme. Il l'appelle à se soulever contre les soviétiques, même si cela est synonyme d'effondrement pour l'Allemagne. C'est Samson qui provoque l'effondrement du temple au-dessus de sa tête. Dans son esprit, le Führer ne fait qu'un avec l'État allemand. Ce qu'il veut, l'État le veut. Et s'il meurt, l'État doit mourir aussi. Hitler commande donc à ses hommes de mettre à exécution l'ordre Néron, qui consiste à détruire les infrastructures de son pays comme punition pour sa défaite. Cependant, la question qui perdure jusqu'à ce jour n'est pas « comment ce fou a-t-il pu perdre la guerre ?», mais plutôt « comment quelqu'un d'aussi dérangé a-t-il pu arriver au pouvoir ?» Au printemps 1889, dans un petit appartement de Branau am Inn, une ville autrichienne proche de la frontière allemande, Adolf Hitler voit le jour. Il est le 4e des 6 enfants d'un couple catholique. Le jeune Adolf est rapidement confronté à la mort, car il voit mourir 3 de ses frères et une de ses sœurs dans leur petite enfance. Puis, il y a son père, Alois. Il rentrait chez lui après avoir bu et il se montrait violent, injurieux. Il n'épargnait pas les enfants. Il rouait de coups Hitler. Il lui a enseigné dès le plus jeune âge que l'usage de la force était légitime et que la force et la brutalité étaient des alliés de la domination. Certaines corrections sont si violentes que sa mère, Clara, se jette devant son fils pour prendre les coups. Son médecin, Edward Bloch, disait « Elle était par-dessus tout obsédée par la protection de ses enfants. Et bien qu'Adolphe ne fût pas un garçon qui se cachait dans les jupes de sa mère, je n'ai jamais été témoin d'un plus grand attachement. » En 1900, Hitler déménage à Linz et entre au lycée où on lui inculque une doctrine qui l'influencera toute sa vie. Elle lui donnera une raison d'être, ce qu'il n'avait jamais eu. Son professeur d'histoire s'appelait Leopold Putsch et il n'avait que le nationalisme allemand à la bouche. L'Autriche fait partie d'un vaste empire aux racines anciennes. Et l'Allemagne est alors un nouveau pays qui a été créé en 1866. Leurs 2 peuples parlent la même langue, et l'idée radicale que ces 2 pays ne devraient faire qu'un commence à émerger.
Nationalisme extrême et patriotisme étaient mélangés pour que les gens croient passionnément en leur pays et pour qu'ils s'impliquent dans leur communauté ethnique. Hitler a repris l'idée selon laquelle les Germains devraient être rassemblés dans une sorte de grand Reich pangermaniste. En 1907, à tout juste 16 ans, Hitler quitte l'école pour se rendre à Vienne, la capitale autrichienne, l'une des plus belles villes d'Europe. Le jeune Hitler, armé d'une large collection de dessins, est décidé à intégrer l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Plus de 100 candidats postulent, mais seuls 28 sont choisis pour l'intégrer. Il soumet ses dessins, ils sont examinés, et les examinateurs laissent comme commentaire « dessin correct, visage mal exécuté, pas de talent notable ». Nous sommes défavorables à l'admission. Cet échec est suivi par une grande perte personnelle. Sa mère Clara décède d'un cancer. Puis, c'est le coup de grâce. Il est à nouveau refusé par l'Académie. Ce deuxième refus est le pire parce qu'il est définitif. Il n'a plus aucune chance d'être admis. Hitler plonge dans une grave dépression. Il ne tente même pas de trouver un travail et rejoint la multitude d'hommes sans emploi. Il se retrouve finalement dans un foyer pour sans-abri, une expérience qui le marquera à jamais. Je remercie cette époque de m'avoir rendu dur et capable d'être dur. Pour survivre, il vend des peintures de bâtiments viennois, mais il suit également de près la politique. Il est à la fois dégoûté et fasciné par la croissance du mouvement socialiste. Il était convaincu que si la droite ne trouvait pas une solution, il vivrait dans un monde communiste. Il est tout particulièrement fasciné par l'une des stratégies communistes. Il a été influencé par la façon dont les communistes utilisaient la violence dans la rue pour faire passer leur message. Je compris l'importance de la terreur corporelle, aussi bien envers l'individu que les masses. D'autres pensées commencent à s'immiscer dans l'esprit d'Hitler. En 1910, Vienne compte une forte population juive. Plus de 175 000 juifs peuplent la ville. Et Hitler commence à les détester. Partout où j'allais, je voyais des juifs, et plus j'en voyais, plus mes yeux apprenaient à les distinguer nettement des autres hommes. Le cosmopolite et lâche que j'avais été jusqu'alors devint un antisémite. Alors qu'il n'a que 21 ans, les fondements de sa diabolique idéologie nazie commencent à se dessiner. Une dureté personnelle excessive, un nationalisme extrême, une croyance en l'usage de la violence et de la terreur, et une haine des Juifs. Vienne fut et resta la plus dure école de la vie, mais aussi la plus rigoureuse. C'est là que j'ai obtenu les fondations d'une vision politique qui ne m'a jamais quitté. Puis en août 1914, survient un événement qui affectera Hitler et tous les peuples germanophones de façon absolument horrible. La Première Guerre mondiale. À 25 ans, il se joint à la foule enthousiaste le premier jour de la guerre. Il existe un cliché célèbre de lui au milieu de l'Odeonsplatz, avec un grand sourire à l'annonce du début de la guerre. Il sourit car il croit profondément que l'Allemagne peut prendre le contrôle de l'Europe et il veut participer à cette conquête. Alors ce même jour, il s'engage dans l'armée allemande. Adolf Hitler, le jeune nationaliste allemand, rejoint un régiment d'infanterie bavarois en tant que messager. Son travail consiste à transmettre des informations vitales à la ligne de front.
Mais porter des messages n'est pas sans risque. Le régiment a subi de lourdes pertes, mais Hitler a découvert qu'il n'était pas lâche, qu'il ne se dégonflait pas quand les balles fusaient autour de lui. Lors de sa première année dans l'armée, Hitler reçoit la Croix de fer pour sa bravoure. Il dévoile aussi un de ses traits de personnalité, son refus du compromis. Quand les Allemands et les Britanniques se retrouvent sur le No Man's Land le 25 décembre 1914 pour chanter des chants de Noël, il refuse de participer. Comment osez-vous fraterniser pendant la guerre, dit-il. C'est l'ennemi. On ne peut pas serrer la main de l'ennemi que l'on va tuer. Non. C'était la guerre, un point c'est tout. Et il voulait que l'Allemagne gagne. Mais en 1918, il connaît un revers de fortune. Lors de la bataille d'Ypres, il perd la vue lors d'une attaque au gaz toxique britannique. Il s'agit de gaz moutarde, un gaz assez puissant. Ça attaque les poumons, les paupières et les tissus mous. Blessé, Hitler est transporté vers un hôpital militaire au nord de l'Allemagne pour être soigné. Généralement, quand un soldat est touché par ce genre de gaz, il est aveuglé. Mais cela s'estompe après quelques heures ou quelques jours. Bizarrement, Hitler ne recouvre pas la vue. Ses médecins ne comprennent pas pourquoi. On dit qu'il demande à un psychologue allemand de renom, Edmund Forster, de l'examiner. Forster déclare alors que sa cécité est d'origine hystérique et non physique. Selon lui, la seule façon de guérir Hitler est de flatter son ego. Forster hypnotise alors Hitler. Il lui dit qu'il est aveugle, mais qu'étant donné que Dieu a fait de lui un être exceptionnel, il peut recouvrer la vue par le pouvoir de la volonté. Hitler avait appris que malgré son rang et ses origines modestes, il était un être spécial et qu'il avait été choisi par le destin pour jouer un rôle particulier dans l'histoire. Apparemment, Forster dit à Hitler qu'il est l'homme qui peut rendre sa grandeur à l'Allemagne. C'est un message qu'Hitler prend très au sérieux. Il n'a pas son pareil. Forster tient ensuite une bougie allumée devant les yeux d'Hitler et lui dit que s'il arrive à voir la flamme, il est guéri. La manœuvre fonctionne. Hitler retrouve la vue, convaincu qu'un grand destin l'attend. À la fin de la Grande Guerre, le caporal Adolf Hitler apprend une terrible nouvelle. Un berger serait arrivé tout tremblant et aurait dit que l'Allemagne avait capitulé, que la guerre était finie, que l'Allemagne avait perdu. Tout devint noir devant mes yeux. De terribles jours s'ensuivirent, ainsi que de terribles nuits. Lors de ces nuits, la haine en moi grandit, la haine pour les responsables de cette situation. Convaincu qu'il est destiné à un grand avenir, Hitler se fait une promesse. Quand j'étais cloué au lit, l'idée m'est venue de libérer l'Allemagne et de lui rendre sa grandeur. J'ai tout de suite su que ça deviendrait réalité. En 1919, Hitler, alors âgé de 30 ans, retrouve un Munich ravagé par la guerre. Il est persuadé que l'Allemagne n'a capitulé que parce qu'elle a été trahie par les hommes politiques de gauche, dont beaucoup de juifs, et qu'ils ont comploté pour assurer la défaite de l'Allemagne. Il voyait l'armistice de 1918 comme un couteau dans le dos de l'armée allemande, porté par les hommes politiques du centre, mais surtout par les juifs. Fidèle à son ambition de rendre sa grandeur à l'Allemagne, il rejoint un parti politique en marge, le Parti des travailleurs allemands. Ce parti n'a aucun député et seulement quelques centaines d'adhérents, mais il tient des meetings passionnés dans des brasseries. Il aime son discours anticommuniste et sa haine des Juifs. Les membres du parti remarquent rapidement la passion qu'Hitler met dans ses discours et l'engagent comme chef de la propagande.
En un an, le parti se fait connaître sous le nom de Parti national-socialiste des travailleurs allemands. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le parti nazi, et Adolf Hitler est son chef. Une fois à la tête du parti, Hitler commence à mettre en œuvre une des leçons qu'il a apprises à Vienne. La violence est efficace. Il forme une organisation paramilitaire avec une majorité d'anciens soldats mécontents comme lui. Ce sont les fameuses chemises brunes ou SA. Les groupes paramilitaires nazis étaient prêts à commettre des actes violents, voire des meurtres. Cela s'accordait parfaitement avec la philosophie d'Hitler, qui reposait sur la force et la violence. À ce stade, le but d'Hitler est de prendre le pouvoir par la force, sans passer par des élections. En 1923, il prépare donc un coup d'État. Il s'inspire de l'Italie. Il admire particulièrement l'ascension d'un nouveau mouvement de droite populaire mené par Benito Mussolini, les fascistes. Il a vu Mussolini, ce grand frimeur au crâne rasé. Tout le monde connaissait Mussolini et le parti fasciste. En octobre 1922, Benito Mussolini marche sur Rome avec ses 30 000 chemises noires et prend le pouvoir en Italie. L'Italie était la preuve qu'on pouvait s'emparer du pouvoir sans avoir besoin de gagner dans les urnes. Hitler décide de faire de même. Avec les 600 soldats de ses troupes d'assaut, il prend le contrôle d'une brasserie bavaroise où le Premier ministre, Gustav von Kahr, tient un meeting. En pénétrant dans le bâtiment, il tire vers le plafond et déclare une révolution nationale. Il marche ensuite dans Munich pour s'emparer du pouvoir. La police, qui a été alertée, ouvre le feu. « 14 nazis sont tués. Seulement blessé, Hitler parvient à s'échapper. Mais 3 jours plus tard, il est arrêté et condamné à 5 ans de prison pour trahison. On dirait bien qu'il est fini. Finalement, la prison se révèle être un moment de réflexion pour le futur Führer. C'est l'opportunité pour lui de transformer sa vision radicale en un programme politique cohérent. Il dicte à Rudolf Hess, un autre nazi, un livre qui sera lu dans le monde entier, Mein Kampf. Il s'agit du plan d'Adolf Hitler pour arriver à un nouvel ordre mondial. Mein Kampf est le livre fondateur du mouvement nazi et de la personnalité d'Hitler. C'est un mélange entre une autobiographie et un manifeste politique. C'est un document clé, car toutes ces idées se trouvent à l'intérieur. Hitler parle de l'Allemagne comme d'une nation de race supérieure. Cette idée vient d'une version transformée du concept de survie du plus apte de Charles Darwin. Il prétend que tous les vrais Allemands appartiennent à la race aryenne, dont le sang est plus fort que tous les autres peuples. La preuve de la supériorité des Aryens résiderait en leur capacité à dominer les autres peuples. Il associe l'idée de la race aryenne aux Allemands modernes. Ils étaient censés avoir certaines caractéristiques physiques, comme les cheveux blonds, les yeux bleus. Ils devaient être grands et virils. La nature ne connaît pas de frontières politiques. Elle place les êtres vivants les uns à côté des autres sur le globe terrestre et contemple le libre jeu des forces. Le plus fort doit dominer, non se mélanger avec le plus faible, où il sacrifie sa propre grandeur. Ces gens faisaient partie de la race supérieure en Allemagne nazie et les autres arrivaient après, dans un certain ordre hiérarchique. Il ne vous restait plus qu'à prier si vous étiez tout en bas. Sans surprise, dans le monde désaxé d'Hitler,
les Juifs sont le peuple en bas de l'échelle. Il parle d'eux comme d'un cancer qui ronge la pureté de l'Allemagne. Les Juifs étaient importants, ils travaillaient dans la finance, donc les banques et le système de prêt étaient liés aux Juifs. Il était particulièrement aisé pour une nation en faillite, insolvable, de pointer du doigt les Juifs comme responsables. La personnification du diable, comme symbole de tout ce qui est mal, prend la forme du Juif. Il accuse les Juifs d'être responsables de la chute de l'Allemagne, d'être des ennemis corrompus par nature, devant être détruits, devant être éliminés. L'antisémitisme n'a rien de nouveau en Allemagne ou en Autriche. Mais Hitler pousse cet extrémisme encore plus loin. Dès le début des années 20, il écrit son envie d'effacer les Juifs de la surface de la Terre. Il parle de Juifs maintenus sous des gaz toxiques. Il s'agit donc d'un signe avant-coureur glaçant de ce qui se passera 20 ans plus tard pendant l'Holocauste. Hitler affirme que la supériorité raciale des Aryens devrait régir sa politique étrangère. Premièrement, il devrait être autorisé à reprendre tous les territoires pris à l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale et à reconstruire leur armée pour devenir la plus grande puissance d'Europe. Et il va plus loin. L'une des idées les plus sinistres présentes dans Mein Kampf est l'idée de Lebensraum, ce qui signifie espace vital en allemand. Selon Hitler, les Allemands ont le droit de saisir les terres appartenant aux peuples inférieurs, autrement dit aux Slaves et en particulier aux Russes. Où va-t-il trouver cet espace? À l'Est, sur les millions de kilomètres carrés de la Russie. C'est là que l'Allemagne doit s'étendre. Quand Hitler sort de prison, il ajoute une idée extraordinaire à l'ensemble de ses croyances. Il n'est pas seulement un homme incroyable, il est devenu le Messie. Lors d'une fête en 1926, il annonce à ses amis qu'il finira l'œuvre que le Christ a commencée, mais n'a pas pu achever. Il affirme même qu'un esprit supérieur lui a rendu visite et lui a dit qu'il avait été choisi comme sauveur de l'Allemagne. Un jour, cette croyance sera partagée par d'autres. Certains hommes d'église, pendant l'effondrement de l'Allemagne en 1944-1945, ont dit qu'Hitler était en quelque sorte celui qui s'était le plus rapproché du redéveloppement du principe chrétien. L'idée selon laquelle il est l'élu s'immisce dans la campagne politique d'Hitler, alors qu'il essaie d'effacer la réputation violente du parti nazi pour en faire un parti capable de remporter les élections. L'avion qui transportait Hitler faisait des cercles au-dessus du stade dans lequel il devait faire son discours. Puis il descendait des cieux comme le Messie. Il attendait ensuite que la foule soit silencieuse, qu'on entende une mouche voler. Et il se lançait dans son discours jusqu'à atteindre petit à petit le climax. C'était très efficace pour susciter l'adhésion de la foule. Petit à petit, le plan commence à marcher. Les nazis deviennent l'un des partis les plus importants au Parlement. Puis en 1929, a lieu l'événement qui va catapulter Hitler au pouvoir. Le krach boursier de Wall Street et la Grande Dépression. Les banques américaines annulent leurs prêts et l'Allemagne est plus touchée qu'aucun autre pays. En seulement 2 ans, 6 millions d'Allemands se retrouvent sans emploi et à la soupe populaire. Les gens désirent un leader fort pour les sortir de cette crise. Les nazis grimpent donc dans les sondages. En 1933, les nazis deviennent le premier parti au Parlement. Par conséquent, Adolf Hitler, l'ancien agitateur politique ayant fait de la prison,
se voit offrir le rôle de chancelier d'Allemagne. Vu qu'il se prend pour Dieu, il se sert de cette place pour s'octroyer le droit de vie et de mort sur les autres. Il est arrivé à ce poste par des moyens démocratiques. Mais maintenant que la démocratie l'a aidé à atteindre ses objectifs, il est temps d'y mettre fin. Il persuade le Parlement de lui donner les pleins pouvoirs et de suspendre la Constitution. Le peuple allemand n'a aucune idée des horreurs qui l'attendent. Tout d'abord, il crée une race supérieure, la race allemande. Ce qu'Hitler voulait, c'était une race supérieure pure, ce qui a impliqué une reproduction sélective des meilleurs membres de la société, c'est-à-dire les plus grands, les plus rapides, les plus sportifs. En 1933, Hitler publie une loi sur la transmission des maladies héréditaires. Il s'agit d'un programme d'hygiène raciale visant à stériliser les parents ou potentiels parents jugés indignes d'avoir des enfants. 400 000 personnes sont stérilisées entre 1933 et 1945. Il s'agit de citoyens allemands ordinaires qui ne correspondent pas aux critères de la race supérieure. Il proclame ensuite que le parti nazi est le seul parti autorisé en Allemagne. Et il envoie ses troupes d'assaut. 4000 hommes politiques communistes et leurs partisans sont passés à tabac, emprisonnés ou assassinés. Cette action les détruit en tant que force politique. Hitler complote désormais pour éliminer tous ses autres ennemis politiques, y compris ceux qui se trouvent de son côté. Parmi eux, il y a le chef des SA, Ernst Röhm. Röhm connaît Hitler depuis des années, et il est le seul autorisé à l'appeler Adolf. Mais pour le Führer, Röhm fait trop parler de lui. Le point de basculement dans la création de la dictature d'Hitler est la nuit des longs couteaux. Une nuit digne du parrain, où le but est d'écraser les SA. Hitler met au point un piège mortel. Il ordonne à tous les dirigeants des SA d'assister à une réunion à Bad Vissé, une jolie ville de villégiature au sud de l'Allemagne. Au petit matin, il arrive dans un hôtel au bord du lac avec des membres des SS, sa garde personnelle. Ensemble, ils se dirigent vers la chambre de Röhm. Hitler fait irruption et dit « Debout, Ernst. Vous êtes en état d'arrestation pour haute trahison. » Le lendemain, il est de retour à Berlin. Dans le jardin de la chancellerie, il reçoit pour le thé les membres de son cabinet et leurs familles, comme si de rien n'était. Pour un homme aussi dérangé qu'Hitler, c'est parfaitement normal. Mais en réalité, au cours des dernières 24 heures, environ 200 officiers supérieurs SA ont été arrêtés. De nombreux ont été tués, y compris Röhm. Il s'en prend ensuite à ses opposants en dehors du parti. Il passe un appel codé et déclenche ce qui deviendra l'un des événements les plus célèbres de l'histoire nazie. Hitler élimine des membres de l'Église et tous ses ennemis politiques. L'ancien chancelier, le général Schleicher, est abattu à son propre domicile. L'homme qui a saboté le putsch de la brasserie en 1923, Gustav von Kahr, est capturé chez lui, traîné jusque dans un marécage et massacré à coups de pioche. Hitler affirme par ses actions qu'il est le chef suprême et divin de l'Allemagne.
Il a désormais le droit de vie et de mort sur tout le monde. Maintenant qu'il a éliminé tous ses opposants, il peut passer à la phase suivante de sa révolution qu'il a décrite dans Mein Kampf, l'élimination des Juifs. Au congrès annuel du parti tenu à Nuremberg en 1935, les nazis publient de nouvelles lois. Le mariage entre les Allemands et les Juifs est interdit. Les Juifs se voient retirer leur citoyenneté et leurs droits civiques. Les Juifs sont finalement obligés de porter la fameuse étoile jaune. Des soldats des troupes d'assaut, violents et menaçants, débarquent devant leur magasin avec des pancartes disant « N'achetez pas aux Juifs ». 3 ans plus tard, Hitler va encore plus loin. La violence de ses troupes d'assaut déferle à travers l'Allemagne et l'Autriche nazie. Ils appellent cela la nuit de cristal, ou Kristallnacht. 1000 synagogues sont brûlées et 7000 commerces juifs sont détruits. Des Juifs sont physiquement attaqués, un certain nombre est tué. Des croix gammées sont gravées sur leur peau. 30 000 hommes juifs sont arrêtés et envoyés dans des camps de concentration. La plupart y périront. Pour la première fois, le peuple allemand voit réellement ce que signifie l'antisémitisme d'Hitler. 250 000 juifs fuient le pays, mais plus de 200 000 restent. Pendant ce temps, Hitler construit son armée pour s'emparer de plus de terres pour son Lebensraum. Les traités signés à la fin de la Première Guerre mondiale ont limité les forces allemandes à seulement 100 000 hommes. Mais comme il l'a promis dans Mein Kampf, il crée l'armée la plus perfectionnée d'Europe. Toute l'Allemagne est militarisée, motorisée. Elle se réarme très rapidement sous son autorité. Le pays est complètement transformé. La politique étrangère d'Hitler se focalise sur le Lebensraum. Premièrement, il envoie ses troupes en Rhénanie, une zone qui appartenait à l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale, mais qui depuis est occupée. 2 ans plus tard, il annexe l'Autriche et réalise son rêve d'écolier d'unifier les peuples allemands et autrichiens. Il faut récupérer la Rhénanie, il faut récupérer l'Autriche, il faut récupérer toutes les régions qu'on nous a prises. Il avait une logique et beaucoup de gens y croyaient. Même Churchill a dit en théorie, Hitler n'a pas tort. 1 an plus tard, Hitler envahit une partie de la Tchécoslovaquie à forte population allemande, avant d'envahir le reste du pays, même si aucun Allemand n'y habite. L'Allemagne a besoin de s'étendre. Elle a besoin de s'emparer de territoires, principalement à l'Est. Le résultat est toujours le même. La Grande-Bretagne et la France tiennent un discours ferme, mais ne réagissent pas. Par conséquent, quand ces 2 pays disent qu'ils déclareront la guerre à l'Allemagne s'il envahit la Pologne, Hitler les ignore. Le 1er septembre 1939, Hitler attaque la Pologne. La Seconde Guerre mondiale commence. Pour la première fois, les dirigeants étrangers se rendent compte de la folie d'Hitler. Jamais auparavant, une armée n'a envahi un pays et pris pour cible des civils avec autant de brutalité. Comme l'a dit Hitler, il s'agit d'une guerre d'anéantissement racial. Ils détruisaient tout sur leur passage, que ce soit les civils ou les soldats. Les crimes de l'armée allemande sont tellement horribles qu'il n'existe pas encore de mots pour les décrire. On parlera par la suite de crimes contre l'humanité. Des dizaines de milliers de Polonais sont exécutés et en 6 semaines, la Pologne est écrasée.
2 millions de Juifs polonais sont désormais entre les mains des Allemands et attendent de connaître leur sort. Au printemps 1940, le Danemark se rend et la Norvège est occupée. Entre mai et juin, les tanks d'Hitler envahissent la France et les Pays-Bas. Ces succès renforcent les croyances d'Hitler selon lesquelles il serait le messie du peuple arien. Il n'a plus aucune hésitation et décide d'envahir la Russie de Staline. En juin 1941, alors qu'il a préparé son armée à l'idée que l'extermination massive ne serait pas seulement tolérée, mais encouragée, il lance l'attaque de l'Union soviétique. Le Führer considère cette invasion comme la dernière bataille de l'Allemagne pour son Lebensraum, son espace vital, celui qu'il a promis dans Mein Kampf. Il ordonne à ses troupes de bafouer les règles de la guerre. Les Slaves sont une race inférieure aux Aryens. Ils ne méritent donc aucune pitié. Les prisonniers de guerre soviétiques sont envoyés dans des camps. 2,6 millions meurent de faim et 500 000 sont tués. Mais ce dont Adolf Hitler est réellement capable n'a pas encore commencé. En juillet 1941, ses armées ont envahi la Pologne et les pays de l'Union soviétique qui comptent des millions de Juifs. Il peut désormais mettre en œuvre la plus diabolique de ses pensées racistes, celle disant que les Juifs sont un cancer qu'il faut éliminer. Hitler était toujours à la recherche d'un idéal physique et d'une perfection mentale. Alors ceux qui n'étaient pas dignes d'être des citoyens du nouveau Reich étaient mis à mort. Les unités d'extermination Einsatzgruppen ont pour mission d'assassiner les Juifs polonais et russes. Ils font creuser des tranchées à leurs victimes. Un premier groupe descend dans la tranchée pour être exécuté. Ensuite, un deuxième groupe descend, est exécuté à son tour et se retrouve par-dessus le premier groupe, et ainsi de suite. Environ 1,5 million de Juifs sont tués de cette façon. C'est ce qu'ils appellent la méthode de la sardine. Cette technique d'élimination des Juifs est à la fois coûteuse et inefficace. Dans le plus grand secret, les hommes de main d'Hitler expérimentent d'autres formes d'extermination massive. Comme un prélude à la solution finale, le plan d'Hitler pour exterminer les Juifs d'Europe, les nazis débutent une campagne d'euthanasie secrète pour tuer les enfants handicapés. Les enfants atteints de trisomie 21 ou d'autres handicaps mentaux et physiques étaient retirés à leur famille et amenés dans un hôpital spécialisé, où ils étaient euthanasiés par injection létale. Environ 5000 enfants innocents, malades et handicapés sont tués par injection létale administrée par des infirmières et des médecins soigneusement sélectionnés. Mais cette méthode s'avère également lente et onéreuse. Un département secret connu sous le nom de T4 est mis en place afin de trouver comment tuer le plus de gens possible de façon rapide et discrète. Ils essaient l'empoisonnement au monoxyde de carbone dans des douches. 70 000 personnes supplémentaires, hommes, femmes et enfants, physiquement et mentalement handicapés, sont tués. Quand la vérité sur ces meurtres fait surface, les habitants craignent que leurs amis ou leurs familles soient pris pour cible. L'euthanasie est allée beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Si bien qu'en l'apprenant, de nombreux Allemands commencent à manifester.
Hitler met fin à ce programme à la fin de l'année 1941, car ce n'est pas acceptable pour le peuple. Ces manifestations montrent au Führer que les Allemands n'aiment pas voir des meurtres de masse. Les prochains massacres devront avoir lieu en secret, loin de l'Allemagne, et aucun d'entre eux ne doit être directement associé à Hitler. Ce sont les enseignements de ces événements qui dicteront au Führer comment s'occuper des Juifs. Il comprend que s'il veut mener à bien son plan secret d'extermination, il doit tromper son peuple et donner une image de dirigeant bon et attentionné. Il ne signe donc plus aucun document compromettant de sa main. Il n'a jamais ordonné l'Holocauste. Il n'existe aucune trace. Il n'y a aucun document avec sa signature. Toutefois, tout ce qui était fait l'était en son nom. C'est ainsi que la solution finale voit le jour. L'extermination de tous les Juifs en Europe. En décembre 1941, la solution finale d'Hitler est en cours. Un réseau de camps d'extermination est construit en Pologne. Des noms tels que Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek et Auschwitz symbolisent l'aboutissement de ces théories racistes et diaboliques. Partout en Europe, des Juifs sont rassemblés et amenés dans ces camps. Au moment de l'arrivée, bien sûr, certains Juifs étaient morts de faim ou de soif pendant le voyage. Les bétaillères étaient ouvertes et les Juifs tombaient sur le quai, où ils étaient rejoints par des soldats SS munis de fouets et de chiens affamés en laisse. Ils étaient séparés en groupes. Des familles entières étaient brutalement séparées. Les nazis tentaient pathétiquement de dissimuler l'horreur des camps. Les chambres à gaz étaient décrites comme des douches pour éliminer les poux. Donc, les Juifs se déshabillaient et étaient conduits nus dans les chambres à gaz. Les portes des chambres à gaz se refermaient. Le gaz était introduit et cela donnait lieu à des scènes bien pires que l'enfer de Dante. Les cris, les corps des hommes, des femmes et des enfants empilés les uns sur les autres. C'étaient des scènes horribles, presque inimaginables. L'extermination de tout un peuple de façon planifiée et à échelle industrielle, c'est abominablement nouveau. Je pense qu'Hitler est unique en son genre. C'est un dictateur diabolique, coupable du plus grand génocide de l'histoire. Il était prêt à tuer toutes les personnes qui ne correspondaient pas aux critères de sa race supérieure. Au fil des années, sa machine meurtrière est perfectionnée. Entre l'arrivée et la mort des prisonniers juifs, il s'écoule désormais moins d'1 heure. Ces chambres de la mort peuvent facilement faire entre 12 000 et 15 000 victimes par jour. Le summum de cet enfer est Auschwitz. Auschwitz-Birkenau est le plus célèbre des camps de cette époque. Il se trouve au sud de la Pologne. Il y a en tout 6 camps de la mort. Ils sont tous en Pologne occupée et ils sont tous spécialement conçus pour le meurtre de masse d'êtres humains. Seule la mort les attend. Ce ne sont pas des camps où les gens travaillent comme des esclaves. Ce sont tout simplement des camps de la mort. Le meurtre à échelle industrielle pose un problème en particulier. Il faut à Hitler beaucoup de main-d'œuvre. Il faut des employés de bureau, des conducteurs de train, de quoi transporter les gens, des travailleurs dans les camps, des bureaucrates nazis dont les femmes sont en Allemagne. Personne ne peut ignorer ce qui se passe pendant l'Holocauste parce que tout le monde est impliqué.
Pour rendre l'Holocauste socialement acceptable, la solution d'Hitler est de tenir les Juifs pour responsables de leur propre destruction. Si les financiers juifs internationaux réussissaient encore une fois à précipiter les peuples dans une guerre mondiale, le résultat ne serait point une victoire du judaïsme, mais l'extermination de la race juive en Europe. Dans ce discours, Hitler tente de soulager le peuple allemand de toute culpabilité. Les Juifs sont rendus responsables de leur propre malheur. À la fin de l'année 1944, il a approuvé la mort de 6 millions de Juifs. Hitler pense que son rêve est sur le point de se réaliser. Mais il va comprendre qu'il a tort. Ces peuples inférieurs qu'il exècre tant se rapprochent. En 1945, l'Allemagne est en train d'être détruite. Et l'armée rouge se rapproche de Berlin et du Führer. C'est assez ironique qu'un régime censé durer 1000 ans ne dure finalement que 12 ans. À la fin, il était réduit à rester dans un bunker sous les ruines de la chancellerie au milieu de Berlin. C'est une image assez grotesque et étrange, celle d'un dictateur fou dans les derniers jours de sa vie qui dirige un Reich fantôme. À la fin, il souhaitait une destruction totale. Selon lui, alors qu'il luttait pour survivre, l'Allemagne l'avait déçu et elle méritait de mourir en même temps que lui. Pour Adolf Hitler, le messie nazi, la victoire est impossible. Il n'est plus qu'un vieil homme titubant sous l'effet d'un cocktail de drogue. Hitler est fait comme un rat dans son bunker. Et lors de son dernier repas avec ses secrétaires, il ne parle pas du destin du Reich allemand, ni de l'extermination des Juifs. Il parle en réalité de l'élevage parfait pour les chiens. Il raconte aussi que, selon lui, le rouge à lèvres est fabriqué à partir d'excréments récoltés sur les murs des égouts de Paris. Un par un, ses fidèles hommes de main l'abandonnent. L'une des rares personnes à rester est sa maîtresse, Eva Braun, qu'il refuse d'épouser jusqu'à la veille de leur suicide. Devant les conseillers restants, les futurs mariés jurent qu'ils sont de pure descendance aryenne. Peu après 15 heures, le dernier jour d'avril 1945, Hitler et sa femme Eva se retirent dans leurs appartements privés, dans le bunker. Il lui tend une capsule de cyanure. Ils ont pris leur décision. Ils vont mettre fin à leur jour ensemble. Eva ingère le poison. Et Hitler se tire une balle avec son Walter PPK. C'est ainsi que se termine la vie du dictateur le plus diabolique que le monde ait jamais connu. Une semaine plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. La guerre d'Hitler est la plus sanglante de l'histoire de l'humanité. Et la découverte de ces camps de la mort révèle au monde entier la véritable cruauté de son régime. Hitler était vraiment un cas à part de l'histoire. Il a intégré l'épuration et l'extermination ethnique à sa politique de guerre. La plus grande preuve qu'Hitler se fourvoyait est l'Allemagne moderne. Il s'agit d'un pays stable, démocratique, multiculturel et tolérant. Tout ce qu'Hitler aurait détesté.